Mais non, non, non. À l'augmentation des frais d'inscription. Mais non, non, non. À l'augmentation des frais d'inscription. Le plan Bienvenue en France, qui a pour objectif affiché de rendre la France plus attractive pour les étudiants internationaux, a été annoncé le 19 novembre 2018 par le Premier ministre Édouard Philippe. Parmi les mesures prévues, la plus retentissante prévoit une augmentation très forte des frais d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers originaires d'un pays hors Union européenne. Pour aller plus loin et comprendre la portée de cette annonce, Fréquence vous propose une série d'émissions dans laquelle vous retrouverez témoignages, explications de spécialistes et reportages autour de la mobilisation en cours contre cette mesure. Dans ce deuxième épisode, nous plongeons dans la théorie économique pour tenter de comprendre le dessous d'une telle réforme et ses possibles conséquences. Donc bonjour Hugo Harry Kermadec. Bonjour. On vous accueille aujourd'hui pour parler de l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Vous êtes chercheur à l'IDHES, donc le laboratoire qui travaille sur les institutions et dynamiques historiques de l'économie et de la société. Et vous êtes aussi maître de conférence à l'ENS en D2 et D3. Nos thèmes de recherche sont principalement les frais de scolarité et l'étude de la marchandisation de l'enseignement supérieur. Tout à fait. Et vous êtes aussi membre du collectif ACID, donc Approche critique et interdisciplinaire des dynamiques de l'enseignement supérieur. Vous avez notamment publié récemment un livre qui s'appelle Arrêtons les frais, et on peut lire en sous-titre pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur. Et donc notamment dans ce livre, ce que vous dénoncez, c'est que l'enseignement supérieur, plutôt qu'être vu comme un droit fondamental, son accès est conditionné à une logique de marché, donc avec la présence d'offres de formation qui doivent nécessairement être mises en concurrence et des consommateurs de ce service. Donc si on s'inscrit dans cette logique, quels sont les premiers effets qu'on peut observer Dans la logique de la marchandisation qu'on peut observer aujourd'hui en France. Oui, dans le monde. Dans le monde, dans le monde, ce qui se développe très très fort, d'abord aux États-Unis, c'est la dette étudiante, qui est liée au fait que pour pouvoir vendre ce service d'enseignement supérieur à un prix qui fait que c'est rentable pour l'entreprise université, il faut soit viser une toute petite clientèle extrêmement riche, ce que quelques établissements peuvent faire, comme Harvard ou un ou deux autres, soit trouver des prêts pour ces étudiants. Et ce qui fait qu'aux États-Unis, comme il y a une habitude et puis une organisation sociale qui fait que une grande partie de la population fait des études supérieures, plus qu'en France, même si c'est un pays très inégal, on a du coup un accès à l'enseignement supérieur qui se fait, mais qui se fait à crédit, avec des crédits colossaux de dizaines de milliers de dollars, et sur une scolarité complète au-delà de 100 000 dollars, ce qui fait qu'au total, on arrive à 1400 milliards de dettes pour les étudiants et anciens étudiants aux États-Unis, ce qui est plus que le crédit automobile. Donc ça donne un peu un ordre de grandeur. L'idée, c'est que pour faire des études supérieures, c'est comme pour acheter une voiture. C'est à peu près le même type de prix, et ça passe par l'endettement pour la plupart des gens. Ok. Donc ça, c'est un des premiers effets qu'on voit. Et est-ce qu'on peut mesurer l'impact social du coup d'un changement de modèle de financement de l'enseignement supérieur vers une gratuité pour les étudiants, vers un financement du coup principalement par la dette étudiante? Qu'est-ce qu'on observe au niveau de l'impact social? Alors nous, au début, quand on a commencé avec le collectif ACID, où il y a des sociologues et des économistes, on s'est dit la première chose que ça va faire si on monte les frais de scolarité, c'est que les enfants des classes populaires pourront plus aller à la fac. Ce qui est particulièrement fort en ce moment, puisque on a eu pendant tout le XXe siècle une hausse de l'accès à l'enseignement supérieur en France, et puis alors c'est parti de quelque chose qui était très élitiste à quelque chose qui maintenant est très massif, et donc on a une partie des enfants des classes populaires, par exemple un enfant d'ouvrier sur 3 qui va à l'université ou dans l'enseignement supérieur en général, et ce qui n'était pas du tout le cas avant, quoi. Du coup là, on imagine que voilà, la hausse des frais de scolarité, ça va empêcher ces enfants d'aller, ces jeunes d'aller à l'université, alors que maintenant ils ont le bac, alors qu'à d'autres époques ils n'avaient pas le bac, quoi. Sauf que dans tous les pays où on a regardé, c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe parce que le besoin de faire de l'enseignement supérieur, à la fois pour l'économie, d'avoir de la main-d'œuvre plus qualifiée,
Et pour les perspectives individuelles, on peut pas se dire mes enfants, bah tant pis, on n'a pas l'argent, donc on va les laisser dans une voie de garage, ils auront jamais de boulot, ou si jamais un jour ils ont un boulot, ce sera un boulot payé en dessous du SMIC, hyper précaire. Du coup, on trouve les moyens, quitte à s'endetter. Et comme ce que je disais juste avant, l'État et les universités et le système bancaire ont tout intérêt à ce qu'il y ait cette dette étudiante, on trouve les moyens d'assurer le risque, parce qu'on peut se dire que un enfant de classe populaire qui n'a pas eu les meilleurs résultats scolaires de la Terre, qui veut aller à l'université, c'est un prêt un peu risqué, si l'université ça coûte 10 000 euros par an, quoi. Donc du coup, c'est l'État qui va assurer ce risque-là. Et c'est ce qui se passe en Angleterre, en Australie, dans tous les pays qui ont généralisé les frais d'inscription, sauf les États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays où c'est le plus le bazar, mais il y a peut-être quelques États américains où ça ressemble un peu à ça d'ailleurs. Et donc ce qui se passe en Angleterre, en Australie, c'est que l'État soit fait directement les prêts, soit assure les prêts, et c'est des banques qui font les prêts, mais dans tous les cas, s'il y a un défaut de remboursement, s'il y a un retard dans les remboursements, si le diplômé trouve pas un emploi tout de suite, ou il trouve un emploi mal payé, ou il a un chômage entre 2 emplois, c'est l'État qui assure le risque financier, et puis 5, 10, 25 ans plus tard, le diplômé, l'ancien étudiant ou l'ancienne étudiante finit par rembourser son prêt étudiant. Ce qui fait que on n'a pas cette fermeture de l'accès à l'enseignement supérieur qu'on pourrait imaginer a priori. Alors ça, il y a une limite, sans doute, c'est ce qu'a fait le gouvernement français, c'est-à-dire de dire c'est les étudiants étrangers qui vont payer des frais de scolarité, au moins pour commencer, parce que là, pour le coup, pour les étudiants étrangers, l'État français va pas assurer les prêts. Et les banques françaises vont pas vouloir faire des prêts parce que il y a plus de chances que les étudiants étrangers y repartent, donc ce sera plus difficile de les rattraper pour les faire rembourser. Donc on va uniquement accepter des paiements comptants ou des paiements à crédit, mais avec une banque qui est du pays d'origine ou quelque chose comme ça. Ça, c'est ce qui se passe à Singapour, par exemple, qui est un pays qui a beaucoup misé sur l'offre d'enseignement supérieur pour les étrangers, ou en Australie, avec certains étudiants étrangers, où on exige qu'ils aient payé avant de leur donner le diplôme, quoi. Et ça va, pour le coup, faire cet effet qu'on peut craindre, naturel, qui est d'empêcher certains étudiants d'accéder à l'université quand ils sont étrangers. Voilà, et en France, voilà, on voit très bien, c'est y compris dans l'annonce de Édouard Philippe, c'est les étudiants originaires d'Afrique, que ce soit Afrique subsaharienne ou du Maghreb, il y en a trop, ils sont pas tout à fait capables de prendre en charge ce coût-là, donc si c'est trop cher pour eux, tant pis, quoi. Et alors par contre, des étudiants étrangers à plus fort pouvoir d'achat, en particulier d'Europe de l'Est, d'Asie ou du Moyen-Orient, ceux-là, ils pourraient payer, et du coup, on peut les faire venir davantage en essayant d'avoir une offre spécifique pour eux, c'est un peu ça le label Bienvenue en France, qui leur dit si vous venez en France, on s'occupera un peu plus de vous que ce qu'on faisait avant, il y aura un peu plus de place pour vous parce qu'on va se débarrasser d'autres étudiants étrangers, et en échange, on vous demande pour l'instant un peu d'argent, 3-4 000 euros, ce qui, vu d'un pays avec un pouvoir d'achat à peu près comparable à la France, c'est possible pour des études supérieures, surtout dans des pays où il n'y a pas de système public d'enseignement supérieur. C'est évidemment beaucoup plus difficile pour un pays en voie de développement où le pouvoir d'achat est beaucoup plus faible, et 3 000 ou 4 000 euros, c'est une année entière de travail et de salaire, quoi. Okay. Du coup, par exemple, quelles seront les conséquences pour les étudiants africains suite à cette mesure, si elle passe vraiment? Je pense que on va peut-être continuer à recevoir une toute petite partie des étudiants africains précédents, qui est celle des enfants des classes sociales plus favorisées, qui venaient déjà, mais pas dans le système standard, qui allaient plutôt à Dauphine ou dans des écoles de commerce, ou qui avaient fait un très bon lycée en Tunisie, au Maroc ou au Mali, et qui allaient après en classe préparatoire en France, puis après intégrer plutôt une école de commerce ou une école d'ingénieur. Ceux-là, a priori, 3 000 ou 4 000 euros, ça leur fait pas particulièrement peur. Par contre, tout le reste des étudiants africains, ça va très fortement remettre en cause leur projet. C'est ce qui se passe avec les étudiants étrangers qui sont mobilisés en ce moment en France. Ils s'inquiètent surtout pour leurs petits frères et leurs petites sœurs qui étaient en train de s'organiser pour venir. Peut-être même que leurs grands frères et leurs grandes sœurs travaillent en France pour à la fois payer le coût de la vie et puis pour aider à économiser un peu d'argent pour les suivants. Et là, ils trouveront pas 3 ou 4 000 euros en plus. Je sais pas si vous savez, mais pour pouvoir venir étudier en France et pour avoir un visa, il faut mettre sur un compte en banque un peu plus de 7 000 euros pour prouver qu'on est capable de subvenir à ses besoins pendant l'année. C'est ce qui fait aussi que c'est rentable d'avoir des étudiants étrangers, même ceux qui payent pas, puisque on sait qu'ils vont au moins dépenser 7 000 euros dans l'année en France,
plus un certain nombre d'autres choses, et puis après ils risquent de rester, etc. Mais ce qui fait que globalement c'est rentable. Même avec pas de frais de scolarité, quoi. Et donc passer de 7000 à 7000 plus 3000 ou 7000 plus 4000, ça augmente très significativement, c'est la moitié en plus, quoi. Donc il y a des gens qui ont économisé pendant 2 ans, la question c'est est-ce que au lieu de partir là cet été, j'attends 1 an de plus à économiser pareil, j'aurai 1 an de plus, et puis ça sera juste les frais de scolarité de la première année, et après comment je vais faire pour gagner de l'argent en France en travaillant en parallèle de mes études, pour pouvoir continuer à rester, et en plus payer des frais de scolarité, etc. etc. Donc là, on s'attend à ce qu'il y ait, pour le coup, un effet très fort sur la transformation de la population étudiante étrangère en France. Les études qui ont été faites par France Stratégie, par exemple, c'est de l'ordre de la moitié des étudiants qui viennent plus. Donc ça assure, je crois que c'est 150 000 étudiants africains, on pourrait imaginer qu'il n'y en ait que 75 000 l'année prochaine, et ce ne sera pas les 75 000 les plus riches qui ne viendront pas, évidemment. Donc il y aura un effet de moins d'étudiants étrangers, des étudiants étrangers d'origine sociale plus favorisée, sans doute. Oui. Sinon, on peut aussi voir que vous arborez sur votre veste un petit carré rouge. Donc, il me semble que ça, c'était le symbole de mobilisation des étudiants québécois. Tout à fait, en 2012. Ok, et est-ce que du coup, vous pouvez nous dire un peu plus sur cette mobilisation ? Ouais, alors en 2012 au Québec, juste après d'ailleurs une mobilisation au Chili à peu près similaire, il y a eu une grande mobilisation des étudiants, des cégeps. Les cégeps, c'est un truc qui est entre le lycée et la fac. C'est une sorte de longue terminale ou de petite classe préparatoire. Et donc, c'est eux qui allaient être visés par la hausse des frais de scolarité en arrivant dans l'enseignement supérieur, qui était une hausse sans commune mesure avec celle qu'on a là. Là, en France, c'est 1500% de hausse. Au Québec, c'était quelques dizaines de pourcents étalés sur 5 ans pour arriver à la fin à quelques milliers d'euros, mais un truc significatif, mais pas d'une telle violence. Et donc, il y a eu une grève très très longue de plus d'un semestre, avec, je crois, 30 manifestations nocturnes, donc plusieurs manifestations de nuit, ce qui est assez souvent la nuit, au Québec en hiver, donc, pendant plusieurs semaines, enfin pendant plusieurs mois, qui s'arrêtait pas vraiment. Une première stratégie du gouvernement qui a été la criminalisation, avec une interdiction de manifester, une interdiction de faire grève pour envoyer au tribunal les grévistes, en tout cas les leaders étudiants. Il y a un leader qui a beaucoup pris de poids médiatique, qui est Gabriel Nadeau-Dubois, qui depuis est devenu député et qui est un des leaders de l'opposition de gauche, et qui avait été entre autres en procès à cause de ça. Et puis, comme la contestation étudiante ne s'arrêtait pas du tout, et qu'elle avait encore plus de soutien à cause de cette criminalisation, c'était la loi Matraque, le nom de cette loi. Du coup, au bout d'un moment, la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur a démissionné, et puis un peu après, le gouvernement finalement a démissionné, et il y a eu des nouvelles élections, et le projet de loi a été repoussé, et il y a eu un changement politique majeur au Québec. Voilà, dont on n'est toujours pas sorti. Et du coup, ça donne un peu une idée que oui, c'est possible de faire reculer un gouvernement qui veut augmenter les frais d'inscription. Alors la principale différence, c'est que dans le projet au Québec, c'était pour tout le monde. Ici en France, le gouvernement a pris beaucoup plus de temps, et ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'il y a le projet d'augmenter les frais d'inscription, mais avec une stratégie qui est d'augmenter établissement par établissement, catégorie d'étudiants par catégorie d'étudiants, qui jusqu'à présent fonctionnait bien. Et donc pour l'instant, il n'y avait pas une mobilisation étudiante contre les frais significative. Mais là, ça commence. Après, on va voir jusqu'où ça va, mais avec des étudiants étrangers qui se sont mobilisés très très vite et qui ont appelé à des AG dans les universités. Et la semaine dernière, il y a eu des très grosses AG dans beaucoup d'universités. Alors, c'était juste une première. Hein. Il y a en parallèle le mouvement des Gilets jaunes, il se passe plein de trucs. Donc, du coup, est-ce que ça va suivre comme au Québec? Sans doute pas. Ça ira sûrement beaucoup plus vite. Est-ce que la question des frais de scolarité va être audible ou est-ce que ça va disparaître dans toute cette histoire? Ça, évidemment, je ne sais pas. Mais l'idée de reprendre le carré rouge, c'est de dire, d'une part, que c'est pas ponctuel, c'est pas que pour les étudiants étrangers, ça s'inscrit dans une histoire à la fois d'attaque des différents gouvernements contre tout le monde et pas contre les étudiants étrangers, et aussi une histoire de résistance à ces hausses de frais d'inscription qui, des fois, gagnent, donc c'est possible, ça donne un peu de sens à la mobilisation des étudiants.
Vous avez parlé que en France, l'augmentation des frais a déjà commencé dans certaines écoles, et ainsi de suite. On peut citer l'exemple de Sciences Po, qui a déjà mis en place des frais progressifs en fonction des revenus, et pour les étudiants étrangers également, qui payent plus cher que les étudiants français. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà observer dans ces exemples français qui sont déjà mis en place? Alors moi je dirais plein de choses, mais le premier c'est l'effet un peu de déroulement du plan hein, quand même, parce que on a souvent l'impression d'être un peu paranoïaque ou complotiste en disant ah mais en fait cette hausse pour les étudiants étrangers en fait ça n'est que le début, ça va être plus cher et ça va être pour tout le monde. À Sciences Po ça a commencé à je crois 500 € les frais d'inscription uniquement pour les étudiants étrangers et pour les plus riches, et puis maintenant 500 € c'est le seuil minimum pour les frais d'inscription, enfin je pense que c'est même au-delà de ça. Donc il y a une dynamique. Une fois qu'on a ouvert la possibilité qu'il y ait des frais d'inscription, pourquoi les laisser à 3000 ? Pourquoi pas continuer ? Pourquoi uniquement pour les étudiants étrangers et pas pour aussi les enfants des plus riches et puis après un peu moins riches et puis ça se généralise comme ça doucement. Pourquoi pas d'abord en droit, en médecine où tout le monde trouve un emploi bien payé et puis après aussi en éco-gestion, en histoire, etc., etc. Donc on a un peu ce type de mécanisme hein, d'extension et de hausse généralisée. L'autre élément très très important, c'est la rupture profonde que ça produit de financer l'enseignement supérieur par les frais ou de financer par la subvention publique. Sciences Po continue à avoir des subventions publiques, un peu moins que ce qu'elle aurait sans doute eu s'il n'y avait pas eu de frais d'inscription, mais surtout elle a des financements par les frais d'inscription très massifs. Ce que n'ont pas pour l'instant toutes les autres facs. Et du coup, on a un effet de enrichissement, d'accroissement en taille et d'accroissement en budget de Sciences Po par rapport à d'autres écoles, à d'autres universités qui pourraient occuper un créneau à peu près similaire, quoi. Et ça, c'est clairement la stratégie, et c'est ce qui est voulu. C'est pas un effet négatif, c'est un effet voulu, qui est un effet de mise en concurrence avec l'idée que les meilleurs vont mieux marcher, ils auront plus de financement. Et ceux qui sont pas très bons, c'est une façon, alors on va pas les fermer, parce que fermer une université ce serait bizarre, mais enfin on va un peu réduire, quoi. Avec l'idée que ça met un peu de pression à être plus efficace, plus productif, à faire plus attention à ses coûts, et ces choses-là. Mais évidemment, c'est un jeu incroyablement biaisé et malhonnête, puisque Sciences Po captait déjà une population très favorisée, donc on peut leur prendre de l'argent, et Paris 13, Paris 8 capte une population d'étudiants français de classe populaire ou d'étudiants étrangers de classe moyenne ou populaire qu'on ne pourra pas faire payer. Ou alors à crédit, mais pas avec des gros crédits, à moins que ce soit l'État qui prenne en charge. Donc du coup, on va se retrouver dans une situation où les universités qui prennent en charge la massification de l'enseignement supérieur, qui font le travail difficile, qui essayent d'amener à des niveaux de qualification importants des étudiants qui ont plutôt un petit déficit en sortant du lycée, et qui n'ont pas tout le soutien familial, tout le réseau familial pour être sûr d'avoir un bon emploi après, à ceux-là, on va donner de moins en moins de financement. Et puis aux autres qui ont des étudiants qui sont déjà brillants en arrivant, qui de toute façon auront un boulot grâce aux connexions familiales, alors eux, on a des financements sans fin pour s'occuper d'eux dans des petites classes, pour les mettre en contact avec des employeurs, pour développer leur capital culturel, etc., etc., etc. Donc on a ce que nous on appelle une polarisation de l'enseignement supérieur, par le mécanisme de financement par frais d'inscription, quoi. Et donc ça va donner, c'est ce que ça fait, hein, plus de financement aux établissements qui sont déjà au départ dans une position favorisée, et moins aux autres, avec quand même ce qui est important, je l'ai déjà dit, mais j'insiste une dernière fois, ceux qui sont les établissements qui sont les mieux cotés, en fait, c'est les établissements qui ont une population étudiante d'origine sociale favorisée. C'est assez difficile de regarder, de prétendre que c'est l'excellence de la recherche ou l'excellence de l'enseignement qui est fait. C'est avant tout l'excellence sociale des populations étudiantes, quoi. Et peut-être que les profs de Paris 13 ou de Paris 8 sont bien meilleurs que ceux de Sciences Po, parce qu'ils ont un travail bien plus difficile à faire ou que même que nous à Cachan. Enfin, à Cachan, c'est pas difficile d'être enseignant, hein. On arrive, on prend un bouquin, on raconte le bouquin, les étudiants ils sont gentils, ils écoutent. Ils posent pas trop de questions, et en plus ils en retiennent quelque chose. Bon, c'est vraiment des conditions où c'est plus facile d'enseigner, quoi. Ok. Donc d'après ce que je comprends, que ce soit l'État qui paye directement, qui finance directement les universités, ou alors qu'il y a un système de dette étudiante, de prêts, etc.,
à la fin, c'est quand même l'État qui va se porter garant de l'éducation et qui va rembourser les prêts si jamais ils ne peuvent pas être remboursés par les étudiants et ainsi de suite. Donc finalement, quelle est la différence entre ces deux systèmes si l'éducation est quand même garantie et financée à terme par l'État? Alors, ce qui se passe en Angleterre, où c'est vraiment le cas de façon très très développée, quasiment toutes les universités sont à plus de 10 000 euros dès la première année de licence. C'est l'État qui prend en charge les prêts. L'effet que ça produit maintenant, c'est que c'est plus cher pour l'État, ou c'est quasiment équivalent, d'assurer le risque financier ou de payer directement. Donc il n'y a pas de gain, il n'y a pas d'économie pour le budget de l'État. La différence quand même pour le budget de l'État, c'est que si c'est une dépense pour financer un service public, ça apparaît comme une dépense de l'État. Si c'est un prêt étudiant, ça apparaît comme une créance. C'est-à-dire qu'on est censé être remboursé. Donc, ça compte pas dans le déficit public. Et donc, si vous vous rappelez des 3% qu'il faut pas dépasser, d'un seul coup, on fait passer le point et demi de PIB qui sert pour financer l'enseignement supérieur de dépenses à créance, quoi. Et donc, hop, c'est magique. Le déficit public est bien meilleur, quoi. Enfin, bien moins important. Mais l'autre effet que ça produit, c'est celui d'un mécanisme qui mine le marché, même si en réalité c'est de l'argent public. On fait comme si c'était un marché de l'enseignement supérieur. Et du coup, ce qui se passe en Angleterre, c'est qu'il y a des départements qui ferment, pour l'instant pas trop des facs, typiquement des départements de philosophie, de littérature anglaise, des choses comme ça, où les étudiants qui savent qu'ils sont endettés vont faire des choix qui sont uniquement des carrières, des scolarités qui mènent à des carrières rentables, quoi, plus directement. Et c'est encore beaucoup plus brutalement le cas avec les étudiants étrangers. Là, il y a pour le coup un lien avec la réforme en France. Pour une université anglaise, avoir un étudiant étranger, ça rapporte 3 fois plus que d'avoir un étudiant local. Du coup, entre un master de business où il va y avoir plein d'étudiants asiatiques et un master de littérature britannique, où il va y avoir des locaux, quelques Américains fans de la littérature britannique, on va préférer le master de business. Et donc, on va finir par le fermer si c'est pas assez rentable. Et il y a un calcul de rentabilité, département par département, master par master, où on sait où est-ce que la fac gagne de l'argent, où est-ce qu'elle en perd, quoi. Donc elle fait des arbitrages suivant ça. Alors qu'aujourd'hui, en France, l'université a une négociation avec le ministère chaque année pour demander une augmentation ou une baisse en fonction des missions de l'université, quoi. Donc si l'État nous demande d'aller à Saclay, on négocie en disant voilà, il va falloir nous construire une nouvelle école, on va modifier nos masters, donc peut-être qu'il va nous falloir 10% de plus pour les masters. Et puis peut-être qu'on va réduire un peu la prépa agrég. Ça, effectivement, on va baisser un peu les dépenses de ce côté-là, peut-être pas. Tout ça se discute, quoi. C'est pas simplement qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui est pas rentable, piloté en interne. Donc on passe à un mode de management qui est un mode de management d'une entreprise à but lucratif. Et pour le coup, ça c'est un autre effet de la hausse des frais d'inscription, c'est qu'il y a une énorme hausse des dépenses en marketing et en management, beaucoup plus, mais alors vraiment beaucoup plus que les dépenses en enseignement ou en recherche. Parce que ça devient un élément déterminant de l'activité de l'université. C'est d'être capable de vendre à des étudiants l'enseignement supérieur. Donc il faut faire des publicités, il faut identifier quelle est la clientèle potentielle. Et en partie, c'est une clientèle qui est loin, mais donc il faut aller faire de la pub en Chine, faire de la pub en Inde. Donc voilà, il y a un énorme accroissement de ces départements-là, de ces équipes-là dans les universités. Voilà, merci beaucoup Hugo Harry Kermadec pour cette intervention qui saura motiver les étudiants. Vous venez d'écouter le 2e épisode de notre série dédiée aux hausses des frais d'inscription. Et le prochain épisode sera une collection de témoignages d'étudiants étrangers recueillis lors de la manifestation du samedi 1er décembre place du Panthéon. En attendant, vous pouvez retrouver nos émissions sur notre chaîne YouTube, sur SoundCloud et bientôt sur d'autres plateformes. N'hésitez pas à liker notre page Facebook, nous suivre sur Twitter et Instagram pour être les premiers à être notifiés de nos émissions. Vous écoutiez Fréquence Radio et à très bientôt.